impact urbain aussi que ça a eu. Dézoomer sur l'impact que ça peut avoir, bien sûr, sur l'objet en tant que tel, mais aussi sur tout le système qu'il y a. On a un petit peu abordé, on reviendra dessus certainement, sur l'impact de l'extraction aussi des énergies. Tu as fait une lecture aussi, bien sûr, au niveau du véhicule en tant que tel et tout le cycle de vie du véhicule, incluant la matière, comment on l'extrait, comment est-ce qu'on la recycle. Donc, je vais garder mes questions pour après. Je vais faire quand même honneur à l'audience qui, je pense, a des questions très pointues sur différents points pour commencer. Et puis, je terminerai après avec 2-3 questions si elles n'ont pas été posées. Alors, si tu me permets, Renaud, je vais prendre ce micro et tu peux utiliser celui-là. Très bien. Oui, oui, d'accord. Okay. Vous m'avez tous demandé si les véhicules que vous avez présentés sont des véhicules sans permis. Alors, ça dépend desquels. Il y en a, la plupart sont sans permis, mais certains requièrent un permis pour conduire des quadricycles légers. Et par contre, il y a pour la plupart d'entre eux des restrictions d'utilisation, notamment sur autoroute et parfois sur voie rapide. Donc, en effet, ils ne sont pas utilisables partout. Et donc ça fait partie des choses. Alors, il y a tout un éventail de véhicules, je n'en ai mis que quelques-uns. Beaucoup ressemblent plus à des vélos qu'à des véhicules et qui ne sont pas là sur les photos que j'ai mis tout à l'heure. Il y en a qui demandent un permis, ne sont conduisibles qu'à partir de 16 ans, etc. On trouvait aussi que ça ressemblait à des véhicules handicapés. C'est marrant parce que c'est également ce qu'on disait pour les voitures électriques, parce qu'il n'y avait pas de vitesse à passer. Oui, j'avais une question sur le comparatif que vous avez montré entre les voitures thermiques, électriques et les voitures hybrides rechargeables, entre les deux. On voit que l'électricité, c'est restreint à l'électricité en France. Est-ce que vous avez la même chose ailleurs qu'en France, où l'électricité n'est pas produite par le nucléaire, mais par le charbon? Alors absolument, je l'ai un petit peu abordé en disant que même dans le pire des cas, alors je n'ai pas parlé du charbon, mais en fait le pire des cas c'est le charbon actuellement en termes d'émissions de CO2. Et donc en Europe c'est le cas de la Pologne, dont le mix énergétique est essentiellement dû au charbon au niveau de la production d'électricité. Et même dans ce cas-là, faire rouler des voitures électriques avec de l'électricité issue de centrales à charbon est quand même plus positif que de mettre le carburant dans une voiture thermique. C'est moins 30%. C'est important que ce qu'on a vu, beaucoup moins. C'est 30%. Alors, le visuel que je vous ai montré, c'est sur la consommation d'énergie. Donc, l'écart de consommation d'énergie, c'est l'écart de rendement entre l'utilisation du pétrole dans un moteur. Comme je vous ai dit, le rendement maximum théorique d'un moteur est un petit peu au-dessus ou un petit peu au-dessous de 40%, mais le rendement réel du moteur thermique est de l'ordre de 25%, entre 25 et 30. Le graphique, c'était sur l'impact environnemental. Voilà, mais sur l'impact environnemental, vous retrouvez cet écart de rendement en fait. C'est le fait que l'énergie que vous mettez dans une voiture électrique a environ 80% celle que vous mettez dans le réservoir, parce qu'on a eu tout à l'heure le débat sur du puits à la roue ou directement du réservoir à la roue, c'est-à-dire que la pollution qui est émise avant de mettre l'énergie dans le réservoir du véhicule, que ce soit de l'électricité ou que ce soit du pétrole. C'est-à-dire que l'électricité, il faut la produire, il faut la transporter, on a des pertes à toutes les étapes. Dans le cas du pétrole, c'est pareil, on l'a abordé. Pour produire le pétrole, eh bien, on en consomme en fait au cours de la production, on raffine, on transporte, on le retransporte, etc. Et donc ce rendement fait qu'il y a beaucoup moins d'énergie malgré tout qui est consommée par là. De toute façon, le graphique que je vous ai montré, c'est du réservoir à la roue. Voilà. Il faut mettre beaucoup plus d'énergie dans un véhicule thermique sur la même que. Est-ce qu'on parle du même graphique? Parce que le graphique dont je parle, c'est celui. C'est celui-là. Celui-là.
de dire pour l'usage, la production a en effet, il y a une empreinte carbone liée à la production d'électricité. Quand c'est une électricité produite avec du nucléaire ou avec du charbon, c'est pas le même impact. Tout à fait. C'est ça ma question. Oui, mais la question, elle est enfin, le bilan carbone est encore positif pour le véhicule électrique par rapport au véhicule thermique. Notamment, je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, parce que la centrale thermique qui va produire cette électricité à partir du charbon, elle a obligation de réutiliser la chaleur qu'elle produit, on parle de chaleur fatale en fait, pour des choses qui seront utiles, chauffer des serres, faire des process chimiques, enfin il y a plein d'utilisations de cette chaleur qui vont être réutilisées. Voilà. Et ça, c'est en Europe en tout cas. Les deux pays critiques, hein, effectivement, Pologne, c'est 30% d'écart, hein, le véhicule électrique reste quand même émet 30% de moins sur son cycle de vie. Et on a l'Allemagne, effectivement, qui est parfois mis en avant pour sa production au charbon, et ça représente 44% de moins passé en électrique sur ces deux pays critiques. Mais tu as très très bien travaillé cette conférence, parce qu'en effet, tu as édité les graphes et les dernières analyses de Statista, qui est un organisme très très sérieux en la matière. Bonjour. Moi, je voudrais parler des batteries électriques. On sait qu'elles sont déclassées dès qu'elles ont moins de 65% de leur capacité. Elles sont vaguement recyclées pour stocker l'énergie des éoliennes. Enfin, c'est quand même un peu anecdotique. Et surtout, c'est que les composants des batteries, actuellement, on récupère à peine 10% avec les méthodes actuelles. Je vois, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous derrière. Allez-y, on va voir, parce que vous avez l'air de connaître aussi le sujet. Non, tu prends le micro, s'il te plaît? Oui. Avec le plus grand respect, vos informations, monsieur, sont exactes, parfaitement exactes, mais elles datent de 2010 et encore. Du temps où le problème c'était le recyclage des batteries des téléphones portables, par exemple. Donc, où effectivement les volumes ne permettaient pas de mettre des filières de récupération. Mais sachez que, de la même manière que pour le fer, quand vous jetez votre bagnole, pour le cuivre, pour l'aluminium, pour le cobalt, on parlait des pots catalytiques, les métaux, le coût des métaux ont monté, je dirais, sur les 3-4 dernières années, ont triplé, même pour l'acier, l'aluminium, le cuivre, le cobalt, le lithium, et encore plus, le lithium, ça multiplie presque par 10, voilà. Donc en fait, monsieur, c'est recyclé maintenant, pas pour vous faire plaisir, pas parce que la loi l'oblige, parce qu'il y a de l'argent à se faire, et il faut être pragmatique, c'est l'argent qui fait marcher l'économie. Même les politiques marchent à l'argent, regardez-leur ici, et c'est pour ça que c'est recyclé. Donc ce que vous dites, c'était vrai, du temps où les matières premières ne coûtaient rien parce qu'elles avaient en très petite quantité. Maintenant, c'est en grande quantité, et je peux vous dire qu'il n'y a aucun casseur qui jette pas une batterie, qui jette pas un kilo de cuivre ou un kilo d'aluminium dans la nature parce qu'il n'a pas envie de récupérer. Voilà. Ouais, c'est ça, hein. Le taux de récupération, c'est Mais le taux de récupération, il est. Alors, ça dépend. En fait, c'est faux de dire un taux unique, puisqu'en fait, l'acier, ça va être de l'ordre de 90%, le cuivre et l'aluminium, à peu près pareil. Et en fait, c'est chaque métaux, en fonction de l'usage, va avoir des pourcentages différents. Mais on est proche des 80-90%. y compris pour les métaux rares. Mais bien sûr, et c'est même ceux qui sont plus récupérés. Regardez, tellement qu'ils sont récupérés que vous avez des ronds à Michel point, ils vont scier beaucoup catalytiques pour aller les récupérer alors que Merci. Justement, je vais rebondir là-dessus. Je pense qu'il est important à un moment de séparer le moteur électrique et les batteries. Parce que le moteur électrique, c'est un moteur qui est extrêmement performant. Il n'est absolument pas comparable avec les moteurs à combustion. Il est plus léger. Il n'y a pas de radiateur, vous l'avez mentionné. Il n'y a pas de
le sous-parc de vitesse d'embrayage. C'est un moteur qui est extrêmement performant, extrêmement compact et tout ça. Les résultats qu'on voit avec les nouvelles Tesla qui sont compétitives avec des Formule 1, clairement. Donc c'est des moteurs qui sont vraiment à la pointe de nos technologies, mais il est plombé par les batteries. Les batteries ont tous les problèmes du monde. En fait, c'est ça. Alors, on leur donne tous les problèmes du monde, mais si on se penche de la même manière... Ça retombe sur le moteur électrique. Ils ont dit le moteur électrique, c'est pas bon, ça pollue, etc. Alors il faut un petit peu tempérer tout ça. Le moteur électrique a également des défauts, notamment l'utilisation de terres rares, contrairement aux batteries qui n'en contiennent pas. En fait, c'est le moteur qui en contient principalement dans les super aimants, les aimants ferro néodyme qu'ils utilisent, dans le cas des moteurs à aimants permanents. Et justement, il y en a dans le moteur conventionnel à combustion aussi. Des aimants... Des démarreurs, des pièces, des batteries. Oh, jusqu'à présent, non, les démarreurs étaient extrêmement rustiques dans les voitures classiques. Même les alternateurs ne contiennent pas, justement, Valeo, qui est le principal fournisseur en alternateur et en démarreur, a développé, on parlait tout à l'heure de la Citroën Ami, qui est une des petites voitures sans permis électrique les plus vendues en France, utilise un groupe motopropulseur Valeo, que je connais assez bien, enfin, j'ai un petit peu travaillé dessus, qui est sans terre rare. En fait, c'est un moteur qui est un alternateur transformé pour permettre à Valeo, avec tous les savoir-faire qu'il avait dans l'alternateur, de faire un moteur électrique avec uniquement de l'aluminium, du cuivre, un peu d'acier. Donc ma question, c'était si possible d'amener de l'énergie autrement qu'en passant par des batteries. On parle des fois de moteurs à hydrogène. Oui. L'hydrogène, en fait, c'est un moteur électrique aussi. Alors, C'était ma question. c'était votre question? C'était ma question, entre autres, des années de 24 heures du Mans avec des turbodiesels qui ont gagné des années et qui ont été performantes. Je sais que l'électricité, malheureusement, on peut parler d'électricité d'autonomie, parce que si on n'utilise pas le chauffage, pas l'air conditionné, etc., là, on gagne des kilomètres. Et si on commence à mettre toutes les options, on va faire de l'autonomie. Et les nouvelles voitures, là, cette année, au 24 heures du Mans, ça va péter l'hydrogène. Et ça va être pour moi. Et là, il y a beaucoup moins de pollution. Ça coûte peut-être plus cher au début, mais c'est une grande avancée par rapport à l'électricité. Par rapport aux mines de lithium, le recyclage, il y a eu des questions, ça s'est fait. On va devoir s'arrêter là. Attendez, il faut que je reprenne déjà votre première assertion sur le fait que l'autonomie du véhicule électrique s'effondre si on allume le chauffage. Qu'est-ce que vous avez cité d'autre? La climatisation. Ah oui, Donc, la voiture... Je ne vois pas avoir de voiture électrique, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, au contraire, si vous êtes coincé sur une autoroute enneigée en plein hiver, il faut mieux que vous soyez dans une voiture électrique que dans une voiture essence. Vous serez beaucoup plus vite en panne d'essence dans votre voiture essence pour chauffer l'intérieur de la voiture que dans une voiture électrique. Est-ce que vous citez ça? Pardon, je voudrais expliquer l'exemple. Alors attendez. Ouais. Une question à la fois. Faut qu'elle soit chargée la voiture avant. Donc sur la décharge, il y avait une question sur la différenciation entre le moteur, le moyen propulseur et le stockage de l'énergie. Ça, c'était le deuxième point, et après on passera sur les questions d'après. Alors, merci Emmanuel. En effet, le moteur, il a un impact environnemental, il est consommateur de cuivre. Le cuivre, c'est une ressource en tension, donc c'est un gros problème, même si, alors on va parler du cuivre, là, juste un petit aparté. Le cuivre, on voit que les usages du cuivre ont évolué. Aujourd'hui, il y a quelques années, l'usage majeur du cuivre que l'on connaissait, c'était pour les canalisations, parce que le cuivre, naturellement, est anti... Enfin, voilà, il détruit beaucoup de pathogènes et de choses, donc c'était très très bien pour nos tuyaux d'eau. Il était facile à former.
Et puis il était très très bien aussi pour les gaines électriques. De plus en plus, les plombiers n'utilisent plus de cuivre, ils utilisent des matériaux alternatifs, des multicouches, etc. Donc il y a une migration des usages du cuivre, mais par contre, l'agriculture, qui jette chaque année 8000 tonnes de cuivre sur les vignes et autres, voilà, on est à Bordeaux, l'invention de la bouillie bordelaise, c'est monsieur Alfred Danet, je crois, qui a inventé la bouillie bordelaise, il me semble, je sais plus. Enfin bon, c'est quelqu'un de très connu, il a son cours à Bordeaux en tout cas. Voilà. Et ça continue à perdurer. Et ce cuivre qui est jeté sur, je dis jeté, qui est épandu sur nos vignes et nos cultures, il est irrémédiablement perdu et il pollue les sols et on ne peut pas le recycler. Alors que le cuivre que l'on met dans une voiture électrique, on sait qu'on va pouvoir le récupérer à la fin et qu'il sera largement valorisé. À ce titre, les voitures électriques existaient en fait en France et aux États-Unis notamment entre 1890-1895 jusqu'en 1910. À l'époque, on considère qu'en 1900, il y avait un tiers de voitures qui étaient électriques à New York, un tiers qui était à vapeur et un peu moins ce qui était, voilà, ça a été à peu près entre 1900 et 1910, ça a été la bascule. Mais les voitures électriques n'étaient que dans les villes, parce que comme vous avez pu le voir sur mes diapos de 1924, les villes commençaient à être électrifiées, ce qui n'était pas le cas des campagnes. Moi, j'ai connu, ma mère a vu arriver en 1940, je crois, ou 1939, l'électricité dans la ferme où elle a grandi. Et comme je vous le racontais, ils ont juste enlevé le verre de la lampe à pétrole, ils ont glissé l'ampoule à la place, tiré le fil jusqu'à la porte et mis un interrupteur. Donc, le gros problème que l'on a sur les voitures électriques en France, donc elles ont existé à la même époque, Charles Unidet, Louis Criéger, bon, je vous ai pas mis, mais j'avais des photos de cette époque-là où on voyait les véhicules des postes à Paris qui étaient des véhicules électriques. Le gros problème, c'est quand il y a eu les guerres, la guerre de 14, la guerre de 40, eh bien, on avait des gros besoins en matières premières, en cuivre pour refabriquer le bronze des canons. Dans la guerre de 40, plutôt qu'on n'avait pas le droit de rouler en voiture, c'était très très vite fait de recycler le cuivre, le plomb des batteries, etc. d'une voiture électrique, et elles ont toutes disparu. On a quasiment plus aucune voiture électrique historique, ce qu'on appelle les ancêtres, en France. Voilà. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas eu de guerre sur leur territoire, et on retrouve ces voitures. Notre opinion sur l'hydrogène. Et le lithium. Attendez, parce qu'il y a une. Oui. Alors. La différence entre l'électricité et l'hydrogène. Alors, on a parlé de Vas-y, Renaud. J'ai des réponses très longues aussi, c'est pour ça. Je vous écoute. C'est pour ça. Désolé. J'ai été à une conférence il y a un mois sur le lithium. Nous ne parlions pas de voiture, mais uniquement de lithium. Nous en avons conclu que c'était l'extraction du minerai était très polluant en eau. Il y a quelques pays qui sont très producteurs de lithium. Il y a beaucoup de transports pour aller en Chine. 80% du lithium produit dans le monde part en Chine pour être, entre guillemets, raffiné. Et ensuite, ce lithium est transporté dans d'autres pays pour fabriquer des batteries. Donc, à la fin de la réunion, tout le monde s'est regardé et tout le monde en a conclu qu'il ne fallait surtout pas de voitures avec des batteries. Non, pas seulement des voitures, mais il y a toutes les batteries, il y a beaucoup de lithium dedans. Donc, alors, je vois que derrière vous, il y a quelqu'un qui veut réagir. Oui, madame, vous avez totalement raison. L'extraction de tous les minéraux, il n'y a pas que le lithium, est extrêmement polluant. Et d'ailleurs, l'un des plus polluants, c'est même pas le lithium. En masse, c'est le cuivre et l'aluminium. Voilà, à cause des bouts d'aluminium qui sont hyper toxiques. Voilà. Donc, ce que vous dites est complètement vrai. Mais soyez rassurés, on n'entendra plus parler de lithium et de problème avec le lithium dans les 5 à 10 ans, je vous dis pourquoi, parce que en fait, c'est les raisons que l'on inquiété. 150 ans de. Non, il n'y a pas besoin, on ne mettra pas 150 ans pour nous faire en utiliser.
Puisqu'en fait, là, Laissez répondre. on ne Ouais. mettra pas 150 ans, ni même 50 ans pour nous faire manipuler. Parce que là, les chercheurs sont à peu près au point pour faire des batteries au sodium. Voilà, et qui ont des performances voisines de celles du lithium. C'est en cours d'industrialisation. Il y a déjà des prototypes des voitures qui roulent avec des batteries au sodium. Le conférencier peut vous confirmer. Oui, je leur ai construit une batterie et fourni un scooter. En fait, j'ai même visité à Amiens le centre de développement de Tiamat, qui est Voilà. le leader, l'un des leaders du sodium. En fait, c'est une compétition internationale sur à peu près tous les continents, hein, Canada, États-Unis. D'ailleurs, Jean-Marie Tarascon, qui est le chercheur français, qui est à l'origine en fait du réseau RS2E du développement donc, du laboratoire Tiamat. Il a été retenu en France, il a obtenu la médaille comment ça s'appelle, c'est pas la Sorbonne, c'est juste à côté de l'Institut, le Collège de France, voilà. Et en fait, on l'avait invité quasiment pour sa retraite, à aller passer une retraite dorée en Californie dans un laboratoire pour développer le naïon, comme on l'appelle là-bas, parce que c'est le sodium. Voilà. Et donc en France, donc le sodium-ion, il le développe, mais on a quand même des limites qui sont d'ordre physique et chimique. Le lithium, c'est le métal qui est le plus, c'est un métal mou, qui est le plus léger au niveau des éléments. C'est-à-dire que si vous mettez un bloc de lithium sur de l'eau, il va flotter, parce que sa densité est la moitié de celle de l'eau. Elle est de 0,5. Le sodium a une densité un peu plus forte, et on ne pourra pas stocker autant d'énergie dans le sodium que dans le lithium. Par contre, il a d'autres avantages. Il permet de faire des batteries plus stables, que l'on peut charger en 6 minutes à peu près. Voilà. Et donc, le gros intérêt du sodium, c'est de faire des batteries beaucoup plus légères. Donc, parmi les projets, c'était le bus, le NH-Bus, le bus à haut niveau de service. Je cherchais le nom. Donc, ce sont des bus qui circulent à l'électricité et qui se rechargent pendant qu'ils sont à l'arrêt et qui prennent des passagers, tout simplement. Il y a des perches, ils passent sous des perches. Et voilà. Donc, le passage au sodium oblige à changer quand même les usages du véhicule électrique, à avoir des batteries plus petites pour qu'elles soient le plus légères possible, parce que sinon elles sont trop encombrantes, et d'avoir des systèmes de charge ultra rapides. Donc, il y a d'autres contraintes. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Le lithium a encore un bel avenir. Mais il faut passer vers ces véhicules ultra efficients, ultra légers, pour ne pas avoir en fait un véhicule qui transporte des batteries. Le véhicule est fait pour transporter des passagers, des bagages, des marchandises, mais pas des batteries. On fait des véhicules qui transportent des batteries. Et pour faire la synthèse un petit peu de la partie stockage, pour reprendre la question du monsieur sur l'hydrogène, la batterie à hydrogène, quelles sont tes convictions entre ces différentes technologies de stockage? En fait, ça fait très très longtemps que j'étudie la question et j'ai vu les lois évoluer. J'ai vu le travail des associations, la FIPAC, l'association de l'hydrogène et de la pile à combustible. En fait, c'est un lobby, tout simplement, hein, qui regroupe les industriels de la pile à combustible et les industriels de la fourniture d'hydrogène. Mon analyse personnelle, c'est que l'hydrogène est utilisé comme moyen de continuer à produire et écouler des énergies fossiles. Exactement comme M. Rockefeller qui se sentait au bord de la faillite, quand il a vu que les gens ne consommaient plus de son pétrole lampant et qu'il commençait à mettre des ampoules électriques pour s'éclairer. Monsieur Rockefeller, il allait faire tous les salons des inventions pour trouver une solution, parce qu'il était dans une panade. Il avait racheté tous les puits de pétrole, il avait créé, c'est pour lui que les lois anti-cartel ont été créées, il avait créé un quasi-monopole, et d'un seul coup, plus personne n'allait vouloir de son pétrole. Et donc, il allait faire les salons des inventions. Et puis là, il y avait un monsieur qui faisait aussi les salons des inventions, c'était un brillant ingénieur qui voulait mettre en œuvre les théories d'un certain Frederick Winslow Taylor, que l'on connaît bien, qui a mis en place le Taylorisme. Et monsieur Ford se disait à la voiture électrique, c'est génial, les villes sont électrifiées, dans les villes il y a des gens riches, si j'applique les théories de monsieur Taylor dans l'usine
que j'ai envie de concevoir. Je vais faire des voitures électriques pas chères et ça va être, je vais me faire, voilà, je vais avoir une réussite. Voilà. Et donc il a construit une voiture électrique, Monsieur Edison aussi d'ailleurs, etc. Et il a essayé de trouver des financiers pour lui construire son usine. Et puis les gens disaient, non, il y a déjà une centaine de constructeurs de voitures électriques aux États-Unis, Detroit Electric, Ohio Electric, Baker, etc. Je vous en cite que quelques-unes comme ça. La voiture électrique existait, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Ah oui, mais moi c'est mon usine, elle va être ultra rentable, etc. Les financiers n'y ont pas cru. Alors il est rentré chez lui, puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, bon, ben, les villes, c'est mort. Il reste les fermiers du Middle West, ce qu'on appelle les rednecks, là, vous savez. Et il a dit, eux, ils produisent de l'éthanol. L'éthanol, c'est de l'alcool. Et puis, on commence à faire des moteurs avec le cycle inventé en France, du pot de Rochasse, à 4 temps. En Europe, ça commence aussi à sortir. Je fais la même chose. Et puis, je vais fournir les fermiers du Middle West en voiture à pétrole. Ça sera vachement plus pratique que leur charrette à cheval. Et donc, il construit sa voiture à éthanol. Et puis là, il croise Monsieur Rockefeller qui dit, mais c'est très intéressant ce que vous faites là. Et puis, il discute, etc. Et puis, il dit, moi, j'ai une proposition à vous faire. Il faudrait que vous fassiez une petite modification sur votre voiture. Je ne sais pas si vous voyez où je vais en venir. Et donc, il dit, vous comprenez, parce que moi, je produis le pétrole de la Standard Oil, un pétrole de qualité constante. Vos fermiers, des fois, ils ont bu un peu trop de ce qu'ils sont en train de raffiner, là, de leur alcool de patate, parce qu'on était en pleine époque de la prohibition, hein. Et ils vont faire un alcool de mauvaise qualité, ils diront votre voiture marche pas bien, etc. Vous faites une modification, on colle derrière Ford préfère Esso, et puis vous aurez toujours vos voitures ne peuvent rouler que avec du pétrole et surtout pas à l'éthanol, et donc voilà, votre fortune est assurée et puis mon avenir est un peu sécurisé. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Et donc les voitures Ford se sont mises à rouler uniquement au pétrole de Monsieur Rockefeller dans un premier temps, et puis presque un siècle plus tard, on redécouvre l'éthanol pour remettre dans les voitures et faire tourner les voitures à l'éthanol. Voilà. Et donc, Monsieur Rockefeller a assuré sa rente. Eh bien, pour l'hydrogène, c'est exactement la même chose. Le lobby du gaz et du pétrole s'inquiète de la fin des voitures à pétrole et la fin aussi de toutes les machines à gaz. Et donc, depuis une dizaine d'années, transporter 500 grammes d'hydrogène, il y a 20 ans, ça demandait un agrément, des qualifications de transport de matières dangereuses, et on ne pouvait le stocker que dans une zone industrielle à plus de, je ne sais plus si c'était 500 ou 1 km des habitations. A priori, vous connaissez un peu le sujet. Et donc la loi a été changée sous l'impulsion de ce lobby, et maintenant on a donc quelques milliers de voitures à hydrogène produites par Toyota, par Hyundai, qui stockent environ 6,5 kg d'hydrogène. Alors les premières c'était 5 dans leur réservoir. 6 kg d'hydrogène, ça représente l'équivalent d'environ 150 kg de TNT, de quoi faire un cratère de 1 mètre, avec un matériau ultra dangereux, puisque comme je vous le disais, jadis, il était interdit de stocker près d'une zone habitable. Bon, mais il y a quelqu'un. je veux dire que monsieur soit en sécurité avec ses 5 kg d'hydrogène, parce qu'il y a 350 kg de bouteilles en fibre de carbone, aluminium et tout, qui protègent de l'explosion de l'hydrogène qui est à 700 bars dans ces bouteilles. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est un bar, 700 bars de l'hydrogène, Ce sont des bons. on voit très bien l'intérêt des voitures hydrogène dans la partie. Ok, merci. Question suivante. Oui, et après, il y a monsieur. Oui. Voilà. Je vous entends pas, excusez-moi. En 2035, il n'y aura plus de véhicules thermiques neufs. Est-ce que l'Europe se prépare à la transition face aux géants chinois qui vendent des voitures très subventionnées? Alors, la transition, ce que préparent les Chinois, ça date d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on le sait, même plus.
Parce que déjà ce Deng Xiaoping, donc vous voyez, c'est beaucoup plus ancien, il y avait la planification de la mainmise sur les ressources et le raffinage de toutes ces matières premières. Et donc la Chine a décidé, le Japon a dit, les Toyota ont dit nous ça sera la voiture hybride, et la Chine a dit non, on passera directement à la voiture électrique, et ils ont fait le nécessaire. Et actuellement, le leader mondial de la voiture électrique, ce n'est plus Tesla, c'est BYD, enfin ils sont toujours au coude à coude, mais BYD c'est historiquement un fabricant de batteries. Moi j'avais en débutant une lampe Ikea, j'ai trouvé une cellule BYD il y a 25 ans. Donc c'est quelqu'un qui existait et c'est un fabricant de cellules qui a racheté les constructeurs automobiles des constructeurs essence pour avoir les savoir-faire et les compétences pour fabriquer ces voitures électriques. J'en ai essayé une récemment, j'étais un petit peu déçu parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle a été conçue par un ingénieur qui fabrique des voitures essence. Vous pouvez parfaitement ressortir le moteur électrique et remettre un moteur essence. Voilà, c'est pas une voiture qui est pensée comme une voiture électrique, ce que fait Tesla et ce que font pas encore vraiment les autres. Alors moi, je voudrais revenir sur tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'autonomie de la voiture électrique, de couper la radio, de couper les tâches. Alors je vous donne mon expérience, qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai une Zoé. J'ai toujours été habituée aux voitures pas très grosses, enfin Golf et Twingo avec des moteurs sport, donc des voitures qui poussaient bien. Je suis passée à la Zoé. Sur la Zoé, j'ai 500 km d'autonomie en adaptant ma conduite, c'est-à-dire que je ne conduis plus en roulant 200 km/h, mais à beaucoup moins que ça. C'est-à-dire que je me suis mise à respecter les limitations de vitesse. 80, c'est 80, c'est pas 85. Et puis, c'est pas une obligation de rouler à 80 non plus. C'est la vitesse maximale. Je n'accélère plus, c'est-à-dire que j'appuie un tout petit peu sur la pédale et je laisse le véhicule réagir. Et je fais Bordeaux, Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, aller-retour. Je fais Bordeaux-Sarlat, aller-retour. Et je peux quasiment monter jusqu'à Paris. Donc, ça, je le fais en mettant aussi le chauffage, parce que je suis en plus quelqu'un de très frileux. Je ne mets pas la radio, parce que je n'aime pas la radio dans la voiture. C'est la seule chose. Et quand on parle d'autonomie de véhicules électriques, je pense qu'il faut savoir ce dont on parle et en avoir utilisé pour pouvoir dire quelque chose. Oui, eh bien, vous êtes une experte, madame, et vous pourriez aller donner des cours aux vendeurs de chez Renault. Oui. Non, mais votre niveau de connaissance est important. C'est-à-dire que, vu ce que vous me dites, vous avez une Zoé 50, donc la toute dernière. Il y a eu des Zoé avec des batteries de taille inférieure, avec des moteurs de technologie qui n'étaient pas comparables. La Zoé n'est pas une voiture aérodynamique, c'est une catastrophe sur ce point. Et surtout, chez Renault, ils ont commis une erreur que je trouve scandaleuse, c'est-à-dire que la capacité de la voiture à avoir de la charge rapide quand on est en itinérance, ce qu'on appelle ce type de trajet, n'est pas garantie. C'est-à-dire qu'il y a une prise qu'on appelle la prise combo qui permet de se charger sur des chargeurs rapides, c'est-à-dire que le chargeur est dans la borne et il vient directement envoyer de l'électricité dans les batteries sans passer par le chargeur qui est dans la voiture. Et ce chargeur, c'est deux petits plots supplémentaires qui sont reliés avec un petit relais, etc., et puis des lignes de code informatique à la batterie. Ces deux petits plots de raccordement, c'est une option qui valait 800 € chez Renault. C'est un scandale. Et donc, beaucoup de gens viennent acheter des Zoé d'occasion chez Renault. C'est arrivé à un ami là qui en a essayé une pendant un week-end. Et puis, il a dit, j'arrive pas à sortir le cash pour aller au plot. Mais tout simplement parce que c'était une option négative. Pour gagner 800 € sur le prix de la voiture, ils avaient supprimé ces deux fils. Pour moi, il aurait fallu que le gouvernement regarde un petit peu, mette le nez là-dessus et supprime purement et simplement le bonus écologique sur des voitures dépourvues de capacité à rouler et à se charger rapidement. Merci. Monsieur. Conclusion sur l'hydrogène. Alors, ma conclusion sur l'hydrogène. Parce que en fait, j'ai pas du tout conclu le sujet. Je pense que c'est un peu lapidaire. L'hydrogène pour la voiture individuelle, probablement que ce n'est pas la solution pour toutes les raisons. C'est une certitude. Un petit peu dit en matière de transport, de l'hydrogène, etc. Mais les filières d'hydrogène vert vont se mettre nécessairement en place pour d'autres usages probablement que la voiture, et également avec la continuité sur les filières de carburants synthétiques.
d'hydrocarbures de synthèse dont on aura forcément besoin pour l'aéronautique en particulier. Alors, bon, dans le cas de l'aéronautique, ça demande encore à faire ses preuves. Donc, ce que je voulais dire, c'était très lapidaire, en effet, que l'hydrogène a été développé par des lobbies pour assurer la continuité de leur business. Je parle des lobbies gaziers et pétroliers. Voilà. En fait, il y a une problématique majeure sur l'hydrogène dans la mobilité qui est le fait du rendement. Donc, vous parlez d'hydrogène vert. L'hydrogène, c'est comme l'électricité, c'est un vecteur énergétique, en fait. Ce n'est pas de l'énergie en soi. Et donc, dans 1 kilo d'hydrogène, parce qu'on va parler en kilos pour l'hydrogène, on stocke l'équivalent, alors vous allez peut-être me reprendre, ajuster, moi je compte environ 33 kWh d'énergie, je ne sais pas si vous êtes... voilà. Et une Toyota Mirai, avec ses 33 kWh d'énergie, elle fait environ 100 km. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'une Tesla, qui est quand même une puissante voiture, elle va consommer environ 17 kWh d'énergie au 100. Donc déjà, la quantité d'énergie qu'on va mettre dans l'hydrogène fait qu'elle a un rendement moindre. Puisque avec les 33 kWh d'énergie, vous ne faites que seulement 100 km, alors que de l'autre côté, il vous faut 17 kWh pour faire 100 km. C'est-à-dire que quand on parle d'hydrogène vert, c'est de l'hydrogène qui est produit idéalement avec des énergies renouvelables et intermittentes, le photovoltaïque, l'éolien. Et ça, c'est une très très bonne solution parce que on a besoin de stocker ces énergies intermittentes pour pouvoir les lisser. Et donc, si on prend une Tesla et une Toyota Mirai, qu'on les branche sous une éolienne, eh bien, quand la Tesla aura rechargé sa batterie pour faire les 400 km qu'elle peut faire sans problème, la Toyota Mirai aura rechargé de quoi faire 100, peut-être 200 km, mais parce qu'il faut fabriquer cet hydrogène à partir d'eau. Il y a le rendement de l'électrolyse, il faut le compresser, il faut le transvaser, etc. Et donc, le rendement de l'hydrogène pour les transports est une catastrophe. Dans le cas de l'hydrogène compressé, on attend l'émergence d'autres systèmes de stockage d'hydrogène, les éponges, les hydrures métalliques, etc. Vous connaissez peut-être le sujet. Enfin bon, c'est aussi des solutions. Voilà. Mais le rendement de la j'ai quand même abordé la question du rendement d'efficience, c'est-à-dire que quand on a une quantité d'énergie, il faut l'utiliser pour la meilleure application possible. Par contre, l'hydrogène a en effet des débouchés très très importants et qui seront à mon avis indispensables pour la décarbonation de la filière métal, en fait, de la fabrication de métal, où actuellement on on émet énormément de CO2 et on peut fabriquer des aciers avec très peu émissifs en CO2 grâce à l'utilisation d'hydrogène. L'hydrogène est utilisable dans d'autres applications où il sera très intéressant, c'est vrai. Mais dans le cas de la mobilité, voilà. Merci. Voilà, 2 dernières questions courtes, réponses courtes. Tu réussis à faire un peu sharp pour terminer la ligne de questions. Je prends excuse-moi, pas de souci. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est la journée du concours d'épines. Quand j'étais petite, mes frères avaient des voitures pédales. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer ce système? Est-ce que ce ne serait pas une bonne solution de retourner la voiture pédale? Ça fait c'est l'un des... Sur cette image, madame, mais la voiture à pédale est merveilleuse. Sur cette image, à peu près la moitié des véhicules que vous voyez ont des pédales et donc ce sont des véhicules à assistance électrique. Voilà. Et donc c'est quelque chose de très bénéfique, tout comme la pratique du vélo, même s'il est électrique en fait, on participe et c'est très très bon d'un point de vue sanitaire. Merci. Oui, on a vu que donc, les petits véhicules pratiques à utiliser en ville, ils ont des véhicules plus aérodynamiques pour circuler en dehors de ville. Et est-ce qu'il existerait un modèle intermédiaire? Parce que quand on n'a pas les moyens d'avoir 2 véhicules électriques, ni même un d'ailleurs, comment fait-on? Attendez, excusez-moi. Intermédiaire entre quoi et quoi en fait? Ça et. Par exemple, ça ou la petite
dispo de yaourt pas très aérodynamique qu'on a vu au début. Non, oui, exactement. Et donc, un véhicule susceptible de nous emmener au fin fond du truc à roue, où on peut avoir des amis qui habitent en dehors. Le Dacia Spring, par exemple. Le Dacia Spring, par exemple. Peut-être justement. Voilà. Ou le Peugeot Ion. Alors moi, j'ai revendu personnellement ma voiture hybride parce que je n'en servais pas assez, donc ça m'y met plus. Voilà, et donc l'été prochain, je dois aller chercher ma fille en Allemagne et je loue une voiture. Et en l'occurrence, il s'est trouvé que je la déménage, donc j'avais besoin de beaucoup d'espace. Et la seule voiture qui convenait, c'était une Tesla. Voilà. Et je loue une voiture pour une semaine pour aller en Allemagne, déménager ma fille et revenir. Et il y a la BMW que tu as aussi, hein, une version avec range extender qui est aussi autre chose. Alors c'est pareil, on était dans l'émergence des VE, c'est une voiture qui est intéressante, je suis venu avec. C'est une voiture qui est une voiture électrique, mais à l'époque les batteries avaient encore peu d'autonomie. Madame parlait de sa Zoé, les premières Zoé avaient des batteries d'une vingtaine de kWh, là j'ai une batterie de 18 kW, oui, à peu près aussi une vingtaine de kWh. Et ça permettait une centaine, 150 km d'autonomie maximum avec cette voiture, ça me suffit tout à fait au quotidien. Mais quand j'ai des grands trajets, eh bien j'ai un groupe électrogène dans la voiture. C'est un petit moteur de scooter qui est accouplé à une génératrice et il y a un petit réservoir de 8 litres de carburant et ça me permet de rajouter 120 à 150 km d'autonomie et de faire le plein tous les 120 ou 150 km voilà, pour aller à l'autre bout de la France si besoin est. Mais ce n'est pas la destination de cette voiture et son usage principal. Est-ce que je peux vous poser une question? Le GPL, pourquoi il n'a pas été plus développé? Alors le GPL c'est du gaz de pétrole liquéfié qui est composé à peu près à parts égales de butane et de propane. Et en fait, encore une fois, c'est une question de recyclage. Et c'est simplement que c'était une portion de ce que contient le pétrole quand on l'extrait qui était perdue. Moi, je me rappelle avoir traversé le canal de Suez il y a très très longtemps et avoir vu brûler les torchères des champs pétroliers. Le GPL s'échappait et puis on savait pas quoi en faire. On le brûlait directement dans des torchères. Voilà, bon, et puis on s'est rendu compte que ça pouvait être intelligent de le récupérer et de l'utiliser dans les véhicules. Voilà, et ça a été fait en effet dans les années 80. C'est marrant, ça s'est passé à Bordeaux parce que Bordeaux est novateur sur plein de sujets. En fait, depuis les années 60 jusqu'aux années 80, on avait à Bordeaux une arrivée d'un gazoduc qui venait du Béarn et plus particulièrement le gaz de lac. Voilà, c'était le gaz de lac et là c'était du méthane. Et donc, comme ce gaz arrivait à Bordeaux, on a eu l'idée de le compresser. Je ne sais pas si certains se souviennent, si vous voyez des voitures dans Bordeaux avec des réservoirs sur le toit. Voilà. Et donc, c'était du méthane qui était compressé à 200 bars, mais ce gisement s'est épuisé. Et donc, voilà, cette filière s'est arrêtée, mais cette filière, elle avait également des installateurs, des réparateurs, etc. Et donc, quand cette filière s'est arrêtée, ces gens-là étaient quand même structurés et je pense que c'est à cause de ça que s'est mis en place la filière GPL en France, qui a été subventionnée, comme elle existait en Italie et aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas, le gaz était producteur également de gaz et se sont mis à développer des équipements au GPL, ils avaient les compétences. Et donc, on a installé en effet des installations au GPL. Le GPL était très intéressant parce qu'en fait, il suffit de comprimer à seulement 8 bars pour que le gaz prenne beaucoup moins de place à 8 bars, ce qui est une faible pression. On stocke l'équivalent de 200 litres de gaz, 200 litres de gaz. Et voilà, ça permettait d'avoir des véhicules qui n'émettaient quasiment pas de particules, qui consommaient un peu plus, qui étaient silencieux, qui étaient coupleux, enfin voilà, qui avaient un certain intérêt par rapport à l'essence ou au diesel. La seule chose, c'est qu'on l'a fait à l'époque que sur des véhicules essence, alors qu'il aurait mieux valu le faire sur des véhicules diesel, mais ça complexifiait, il fallait mettre des bougies d'allumage, des choses comme ça, pour commander l'allumage, alors
alors que le GPL apprécie d'avoir une combustion un peu plus lente sur des moteurs un peu plus lents pour profiter du couple qu'il dégage en fait. Attends.